ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain qui vous donne un nouveau regard sur votre santé. C'est une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de maladies auto-immunes, de diététique. Et vu que nous sommes en hiver, nous allons comprendre comment certaines douleurs peuvent être majorées par le froid. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Catherine Vuala. Vous êtes médecin rhumatologue, vous pratiquez en médecine fonctionnelle et également en médecine naturelle. On aura l'occasion de revenir sur ces médecines. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée à Genève et cofondatrice également de l'école Roy Tianjong de médecine chinoise et vietnamienne. Vous êtes, pour finir, vice-présidente de l'Institut européen des médecines naturelles et complémentaires. Bonjour Catherine. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour commencer, vous êtes rhumatologue. Quel type de pathologie vous traitez ? Alors la rhumatologie est la discipline qui s'occupe des affections des os et des articulations. Les pathologies concernées se séparent en deux grosses catégories. Il y a les maladies plutôt d'usure dégénératives correspondant à l'arthrose et les maladies auto-immunes, les grosses polyarthrites qui sont des affections déformantes des articulations comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite. Et les maladies auto-immunes sont des grosses inflammations générales où le corps en fait s'attaque lui-même par le biais d'auto-anticorps. Donc il y a beaucoup de personnes en France qui sont concernées par ces maladies, qui sont de plus en plus grandissantes du reste. Et le point commun sont que ces douleurs sont souvent chroniques. Alors les médicaments apportent un certain soulagement, une certaine efficacité, mais comme ce sont des maladies chroniques, ils sont obligés de les prendre en permanence. Il n'y a pas de guérison véritable. Et c'est pourquoi je pratique plutôt une forme de rhumatologie qui s'appelle la rhumatologie intégrative, où on essaye d'apporter d'autres solutions aux patients. Ça consiste à allier à la rhumatologie conventionnelle des approches naturelles, où on essaye de s'intéresser plus à la santé qu'à la maladie. On replace le patient au centre de son contexte de vie et on essaye de booster les capacités de l'organisme pour reprendre le dessus sur la maladie. Parce que finalement, c'est toujours le corps qui se soigne lui-même. Même quand on prend des médicaments, par exemple, quand vous avez un rhume, il existe quelques vasoconstricteurs nasaux qu'on peut prendre pour diminuer les sécrétions. Mais au final, c'est l'équilibre de l'organisme qui va permettre le rééquilibre et la disparition des symptômes. Et dans les autres maladies, c'est la même chose. Donc, il est intéressant d'aller booster les ressources de l'organisme pour que le corps puisse recréer un équilibre. Parce que c'est le propre du vivant d'être capable de se régénérer. C'est une propriété fondamentale du vivant, là où les objets inertes, les machines, eux, vont progressivement tomber en panne, aller vers la dégradation progressive. Le corps, lui, il est capable de se réparer, de se régénérer. Bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'entropie négative. C'est-à-dire que le corps va essayer de remettre de l'ordre, remettre de la cohérence fonctionnelle dans son système. Oui. Et pour cela, il dispose de plusieurs ressources. C'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on apporte comme matériaux pour permettre cette régénération ? Il faut qu'il y ait un bon équilibre du système hormonal, du système immunitaire. Il faut que psychiquement, le patient soit aussi en équilibre. Et donc, en rhumatologie intégrative, on va intervenir sur tous ces paramètres pour que le corps reprenne le dessus. Si je puis me permettre, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller aussi loin dans la description extrêmement puissante et intéressante des mécanismes qui sont liés à ces pathologies, vous voulez dire que d'une part, vous pratiquez en rhumatologie conventionnelle avec des médicaments, par exemple, pour stopper l'évolution de la maladie, et d'autre part, avec d'autres méthodes dites fonctionnelles ou naturelles, pour régénérer le corps de manière à gagner la santé, finalement. Exactement. Parfait, on a bien compris. Du coup, nous sommes au mois de janvier et beaucoup de pathologies et douleurs sont aggravées par le froid. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi, nous expliquer quelques mécanismes ?
C'est vrai que les patients soulignent souvent qu'ils sont capables de prédire un petit peu la météo. Et ce sont des grenouilles en fait. Hein. Et quand le froid arrive, certaines douleurs peuvent être amplifiées. Pas toujours, hein. Des fois c'est le chaud qui va amplifier les douleurs. Mais sur certains terrains, les patients vont plus ressentir leur douleur d'arthrose quand il fait froid. Et ça vient du fait que le froid est considéré comme une agression par l'organisme qui du coup va activer le système nerveux de réponse à l'agression, qui est le système alpha-sympathique. D'accord. Il va essayer de protéger les organes centraux du froid en gardant la chaleur au centre. Une vasoconstriction, c'est ça ? Et donc vasoconstriction de la périphérie. Donc si je peux me permettre pour nos auditeurs, c'est une sorte de rétention, de blocage pour garder la chaleur. Exactement. D'accord. Et donc les articulations périphériques, les zones fragiles qui sont arthrosées vont se trouver en déficit de sang, hein, puisque le débit sanguin va diminuer dans ces zones. Il va y avoir moins d'apport d'oxygène, de nutriments, d'hormones, tout ce dont l'articulation a besoin en permanence pour rester en équilibre. Et donc ça va générer une souffrance locale, donc une inflammation et une douleur. Et en plus, il va y avoir les échanges ioniques qui vont être diminués. Les échanges ioniques, c'est des échanges d'électrons en fait. Hein. C'est l'électricité du corps pour nos auditeurs, c'est ça ? Et c'est ça qui fait toute la vitalité des tissus, c'est tous ces échanges de minéraux. Parce que si je peux me permettre, le corps est aussi bioélectrique. Donc du coup, vous parlez de cette composante électrique fondamentale de l'organisme. En dehors de la chimie, il y a aussi la composante électrique du corps dont on parle quasiment jamais en fait. Qui est très importante pour que les tissus puissent se régénérer. Et donc, cette articulation va être en déficit de ses capacités de régénération et elle va entrer en souffrance localement, d'où la douleur. Très bien. Donc, en fait, il y a des méthodes pour échapper au froid. Qu'est-ce qu'on peut, chez nous, entreprendre pour améliorer nos problèmes liés, évidemment, aux pathologies du froid ? Alors, on peut ramener de la chaleur localement qui va permettre de recréer une dilatation des vaisseaux. Ça peut se faire soit simplement par une bouillotte chaude, soit par les infrarouges. Maintenant, on trouve facilement des ampoules aussi infrarouges dans le commerce. La bouillotte de base, tout le monde en a. C'est ça. Et puis, il y a des plantes aussi qui vont pouvoir augmenter la chaleur locale, c'est-à-dire recréer une dilatation des vaisseaux. Par exemple, la cannelle. D'accord. On peut la faire en décoction, donc on fait bouillir 15-20 grammes de bâton de cannelle pendant 20 à 30 minutes. Bio de préférence. Bio de préférence. Et on peut boire ça 1 à 2 fois par jour, le matin de préférence. Et ça va réchauffer l'articulation. Et puis l'alimentation. D'accord. L'alimentation, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Donc l'alimentation est effectivement très importante en médecine et pour lutter contre l'inflammation, parce que souvent, notamment en Occident, on peut manger de manière très pro-inflammatoire. C'est notamment les glucides qui vont générer beaucoup d'inflammation dans l'organisme et donc au niveau articulaire. Et puis ensuite, il y a besoin aussi d'un apport en protéines qui soit suffisant, parce que les protéines sont ce qui structure l'organisme et elles sont nécessaires pour la régénération articulaire. Oui, là on rentre dans du compliqué parce qu'effectivement les protéines, lesquelles végétales, animales, il y a beaucoup de débats à ce sujet. Il y a eu des tendances qui étaient très pro-protéines végétales, d'autres qui aujourd'hui contrebalancent en mettant en avant les protéines animales. Mais pour l'heure, je vous propose de contacter le docteur Jean-Christophe Charrier, spécialiste en phytothérapie clinique et président de l'IMPI, qui va nous présenter la chronique. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour Jean-Christophe, est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Comment est-ce que ça va depuis ta Suisse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ? Ça va bien, le climat est un peu frais et ça sursollicite l'adaptation. Il fait froid dans ce début janvier. Est-ce que justement tu peux nous parler de ce qui se passe dans le corps quand il fait froid ? On vient de l'évoquer un peu avec le docteur Catherine Vuala. Et si tu peux nous emmener vers quelques plantes qui peuvent nous aider à combattre le froid et peut-être aussi parler dans un premier temps des problèmes qu'on rencontre post-fête, des problèmes d'encombrement digestif, parce que nous avons tous, je pense, certainement abusé des bonnes choses. Déjà, quand on est confronté au changement saisonnier, on est en dynamique d'adaptation. Ça veut dire qu'on va sursolliciter 2 axes endocriniens importants qui sont nos surrénales et notre thyroïde.
Le mieux, c'est de travailler sur la thyroïde avec, par exemple, tout simplement faire un porridge avec des flocons d'avoine le matin qu'on fera cuire dans du lait d'avoine. D'accord. Voilà, et puis pour gérer les coups de froid et puis surtout les agressions digestives, il y a une plante que j'affectionne particulièrement qui est l'aigre-moine. L'aigre-moine, d'accord, qui a des propriétés. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, l'aigre-moine, on va l'utiliser en tisane. C'est une plante qui va soutenir le pancréas, qui va aider au drainage du foie, mais surtout qui est une puissante plante antivirale et qui va nous réguler tous les phénomènes inflammatoires de l'organisme. Donc elle est très très intéressante, cette plante. En plus, elle va calmer la partie émotionnelle qu'on pourrait avoir, puisqu'elle nous aide à réguler les excès de tension. C'est vraiment une plante très très générale et qui nous protège des infections de l'hiver. D'accord, donc en fait l'aigre-moine, elle est indiquée dans ce qu'on peut appeler un espèce de régime qui va protéger l'appareil digestif qui a été sursollicité. C'est ça, c'est la fameuse épargne pancréatique, si je me trompe. Tout à fait. Donc, comme on a fait des excès alimentaires avec ces fêtes, on a surchargé notre foie qui gère quand même beaucoup l'inflammation de l'organisme, et on a surchargé le pancréas qui lui va avoir un impact sur notre système nerveux et favoriser les congestions et les inflammations de la sphère ORL et pulmonaire. D'accord, c'est pour ça qu'on se retrouve mal, notamment pendant l'hiver à cause de ces congestions et conjoint avec de la nourriture un petit peu trop riche qui favorise ces congestions, si je peux me permettre. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut sélectionner les aliments quand on est en surcharge. Nos grands-mères, arrière-grand-mères mettaient facilement les gens au bouillon dès qu'il y avait un peu de maladie hivernale. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à donner steak frites en pensant qu'il faut redonner de l'énergie. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut apaiser le système digestif, donc manger très simplement avec des bouillons de légumes et des choses comme ça. Et surtout, éviter les produits laitiers, les viandes rouges, les graisses cuites, l'alcool et les excès de sucre. Tout ce qu'on aime. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste en phytothérapie clinique, président de l'IMPI. Merci Catherine, on se voit tout de suite. On va rediscuter avec le docteur Vuala de l'alimentation. On est en cours. À tout de suite. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Je suis toujours avec Catherine Vuala, médecin rhumatologue. On était en train de parler d'alimentation, donc on va reprendre cette conversation passionnante. Donc on est quand même dans une société de malbouffe. C'est finalement très très répandu. On croit tous bien manger, on croit tous manger équilibré. C'est ce que la plupart des gens disent, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire équilibré par rapport à quoi finalement, puisque tellement de gens malades. Exactement. Alors, quand les gens n'ont pas de pathologie, finalement, ils peuvent manger un peu comme ils veulent. Mais lorsqu'il y a une maladie, il est intéressant d'utiliser l'alimentation de manière thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va évaluer par un bilan quel est l'état physiologique du patient et on va pouvoir lui conseiller de se nourrir d'une certaine manière. Alors, certaines fois, ça va consister en la réduction des glucides parce que dans certains cas... Les glucides, si je peux me permettre, c'est un peu les sucres. Voilà. Bon, les sucres, je fais une petite aparté, c'est pas que le sucre du café, le sucre blanc, c'est aussi sucré. Le pain, c'est aussi les pâtes... Oui, les céréales, les légumineuses, les farines. Voilà, effectivement, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que le goût sucré. Parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce que représentent les glucides, en fait. Ils cataloguent les glucides juste dans le petit sucre du café, le miel, les confitures. Et le problème du sucre, c'est que c'est toxique pour le sang, donc le corps doit vite le chasser dans les cellules. Et les cellules fabriquent de l'énergie avec ce sucre, mais lorsqu'elles sont saturées en énergie, elles ne peuvent plus recevoir le sucre parce qu'elles ne sont pas capables de le stocker au-delà d'une certaine quantité. Donc, en fait, elles se ferment à l'entrée du sucre dans la cellule. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, c'est comme un carburateur qui reçoit trop de carburant et qui sature.
Exactement. Dans les cellules. Et ce carburant est emmené par une hormone qui s'appelle l'insuline, qui essaye de faire rentrer le sucre dans la cellule. Et si la cellule se ferme à l'effet de l'insuline, le corps va être obligé d'en fabriquer de plus en plus. Et donc, cette espèce de barrière que la cellule constitue pour empêcher le sucre de rentrer, on appelle ça l'insulinorésistance, parce qu'elle résiste à cet effet de l'insuline de vouloir faire rentrer du sucre dans les cellules. Et tout ça, c'est parce que, en fait, on mange trop de sucre et l'organisme finit par saturer, ne plus pouvoir capturer cette insuline. Donc, elle est laissée dehors, c'est ça? Voilà. Et un autre effet de l'insuline est de faire fabriquer des mauvaises graisses par le foie qui vont aller s'accumuler dans vos cellules du gras en périphérie. Donc, on appelle les adipocytes. Et ces adipocytes, donc, vont se mettre à grossir. Et ils vont s'éloigner de plus en plus des petits vaisseaux sanguins. Vu que les cellules augmentent de volume, la cellule qui est le plus à distance du vaisseau sanguin va se retrouver plus loin de ce vaisseau. Donc, elle va rentrer en hypoxie. Elle va manquer d'oxygène. Et donc, elle va rentrer en inflammation. Elle va fabriquer plein de petites molécules de l'inflammation qu'elle va relarguer dans la circulation, qui vont arriver notamment aux articulations. Et il y a des éléments du système immunitaire dans les articulations qui vont se mettre à tirer la sonnette d'alarme et à essayer d'évacuer, d'éteindre cette inflammation. C'est un peu comme s'il y avait un incendie qui était allumé et les cellules essaieraient de jeter de l'eau par-dessus. Donc, on va avoir des cellules qui sont inondées. Et finalement, la réaction de l'organisme dépasse l'inflammation, si vous voulez, et ça crée un état donc de tempête. Alors, je fais un petit résumé pour nos auditeurs. C'est extrêmement important ce que vous venez de raconter. Ça veut dire que plus, en fait, on est insulino-résistant, plus on mange de sucre, plus on va fabriquer des graisses. Plus ces graisses s'éloignent de la possibilité d'être traitées par l'organisme, donc elles deviennent inflammatoires. Et il y a une réaction rapide des articulations qui ont des récepteurs à l'inflammation très sensibles, c'est ce que vous expliquez en fait, ce qui fait que dès qu'on grossit, dès qu'on est mal, on a mal aux articulations, c'est ça? Exactement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'en hiver, on mange beaucoup plus riche. Et souvent, certaines personnes constatent qu'elles ont plus de douleurs aux articulations. Et sucré, il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de personnes qui mangent entrée, plat, des gros desserts, des cafés sucrés, des tisanes sucrées, le matin, pain, beurre, confiture, miel. Voilà. Donc, on a une alimentation finalement très riche en sucre, excessivement riche en sucre. C'est ça. Et sinon, l'autre gros problème en rhumatologie, c'est aussi tout ce qui est carence. Parce qu'il y a un besoin de matériaux. L'os, c'est ce qui nous soutient. Et l'os est constitué essentiellement de protéines. Donc, les patients, on est souvent amenés à augmenter leurs apports en protéines. Après 50 ans, il faut au-dessus de 1,5 g par kilo de poids de corps optimal. D'accord, je me permets de vous couper, je suis désolé. Ça veut dire qu'en fait, les patients et souvent patienteux souffrent d'ostéoporose, parce que ça peut concerner énormément de nos auditeurs, et souvent l'ostéoporose s'occupe des minéraux de l'os. Et là, vous parlez des protéines de l'os. Voilà. Et même dans l'arthrose. La différence, c'est que la protéine de l'os, elle est constitutive de la trame osseuse, c'est ça? Exactement. Donc dans l'arthrose, il y a aussi une affection de la trame osseuse. Juste sous le cartilage, c'est le cartilage d'abord qui est atteint dans l'arthrose, et puis l'os directement sous-jacent. Donc d'où l'importance des protéines. Pour refaire de la trame osseuse. Exactement. D'accord, donc en fait, on consomme des protéines, mais sous quelle forme finalement? Qu'est-ce qu'une protéine? On trouve ça où? Alors, quand on parle de protéines, c'est essentiellement les protéines animales. Pourquoi ? Il y a effectivement des protéines dans les végétaux, mais ce ne sont pas des protéines de structure. Le végétal, sa structure, elle est surtout liée à l'eau, comme un ballon qui est rempli d'eau et qui tiendrait tout seul. C'est ce qu'on appelle l'effet Turgor. Et l'autre élément qui constitue la structure des végétaux, c'est un sucre qu'on appelle la cellulose. Mais les protéines ne participent pas à la structure de la plante. Ce sont des armes chimiques qui permettent à la plante de se défendre contre les insectes, parce que les plantes n'ont pas des petites pattes pour pouvoir fuir quand elles se font attaquer par leurs prédateurs. Et donc, elles ont des armes chimiques, des molécules qui leur permettent d'inactiver les sucs digestifs des insectes, par exemple, qui veulent les digérer. Et le problème, c'est que quand on ingère ces végétaux, avec ces protéines qu'on appelle des antinutriments, ils vont bloquer nos enzymes digestives qui nous permettent d'assimiler. Donc on assimile même moins
le reste des protéines du bol alimentaire. Donc, comme les lectines, par exemple, solanine, oxalate, antitrypsine voilà. Qui empêche de digérer. Antitrypsine, oui. Les oxalates, eux, vont plutôt chélater le calcium. Les tanins aussi vont nous empêcher d'absorber. Donc, il y a énormément de molécules dans les végétaux qui nous empêchent d'assimiler. Alors ça chélater le calcium, ça veut dire enlever le calcium. Oui. Donc, ça peut expliquer aussi certaines personnes qui mangent principalement des végétaux et qui souffrent d'ostéoporose, du coup. Exactement, parce qu'elles ne récupèrent pas suffisamment de protéines par ce biais-là, parce que les protéines n'ont pas cette vocation de structure, et puis elles n'ont pas la même biodisponibilité aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas on ne peut pas, le corps a du mal à les extraire à cause de leur teneur en acides aminés, qui n'est pas équivalente à une protéine animale. D'accord, donc certaines personnes ont aussi des douleurs, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer. Mais par contre, à l'imagerie, la radio, le scanner, l'IRM, il n'y a rien du tout. Donc leur médecin leur dit, il n'y a rien aux examens. Comment on peut expliquer ça ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent et qui déstabilise beaucoup les patients. Mais pour avoir une douleur, on n'a pas forcément besoin d'une lésion. Notre imagerie, elle est très à même de repérer les articulations qui sont usées, très endommagées, un os qui est cassé, mais par contre, elle est beaucoup moins opérationnelle pour repérer les dysfonctionnements. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous voulez faire un mouvement, les mouvements, ça entraîne une dynamique très complexe dans l'organisme, puisqu'il y a une multitude d'adaptations des articulations sous-jacentes. Lorsque je veux attraper un verre, par exemple, qui se trouverait ici, il y a des adaptations sur toute la chaîne musculaire qui est mise en tension pour pouvoir effectuer ce mouvement. Et une chaîne articulaire, c'est comme le rouage d'une horlogerie suisse, par exemple. Tous les rouages doivent être tournés de manière libre, de façon parfaite, parce que s'il y en a un qui bloque, eh bien, ça va forcer en amont sur les autres articulations. Et là, au départ, ça ne va pas se voir. Il ne va pas y avoir de lésions en imagerie. Il peut y avoir éventuellement des micro-lésions, mais qui ne sont pas repérables. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, il y a besoin d'avoir un système hormonal en parfait état de fonctionnement, une absence d'inflammation et tout ça, ça ne se voit pas non plus sur l'imagerie. De la même manière, puisqu'on parle d'hormones, ça se voit dans ce qu'on appelle les prises de sang. Et de la même manière, il y a certaines personnes qui ont des résultats soi-disant bons, mais pourtant ils viennent toujours consulter parce qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes symptômes. Vous pouvez expliquer ça aussi ? Parce que les prises de sang sont analysées par les médecins pour pouvoir repérer des maladies. Souvent, les résultats sont bons parce qu'il n'y a pas de maladie. Mais on peut analyser ces résultats de manière beaucoup plus fine pour repérer des déséquilibres fonctionnels qui peuvent expliquer les problèmes dont souffrent les patients, même si ces problèmes ne sont pas des maladies, mais sont juste des petits désordres, si vous voulez. Et donc, on va se servir d'autres normes. Par exemple, au niveau de la vitamine B12, on a une norme qui est très large, parce que les normes sont établies en fonction de gens qui ne déclarent pas de maladie et dont on a fait la prise de sang dans le laboratoire. C'est comme ça qu'on constitue une norme. Mais ça ne veut pas dire que ce patient est dans un état de santé parfait. Et ce sont les études scientifiques qui montrent quel est le taux optimum, par exemple, pour la vitamine B12 pour être en santé. La norme de la vitamine B12 va de 150 à 700 environ, avec des variations selon les labos. Mais on n'est pas dans le même état. C'est très large. J'imagine qu'entre 200 et 600, on n'est pas du tout dans le même état physiologique. Voilà. Et ce sont les études qui montrent qu'en fait, il faut être au-dessus de 450 pour être avoir la B12 dans un état optimum santé. Sinon, il y a des trous dans la substance blanche du cerveau et dans les gaines de myéline qui entourent les nerfs. Vous voulez dire qu'un manque de B12 provoque ce que vous venez d'évoquer, des trous, entre guillemets, dans le cerveau. Oui, des défects dans la substance blanche. C'est ça. Donc ça va avoir des répercussions sur l'état de fatigue, sur la manière dont le corps va gérer le signal de la douleur. Dans les scléroses en plaques, par exemple, qui sont des maladies auto-immunes, qui donnent souvent aussi des douleurs périphériques, ça a une importance très, très capitale d'aller rééquilibrer ces déséquilibres. Merci, docteur Viola, pour toutes ces explications. On vous retrouve sur irmfa.com. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve dans La Santé Demain, dimanche prochain à 15h30. Restez en forme.
Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.